Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième communication de la session. Donc, j'appelle Grégory Chambon, s'il veut bien nous rejoindre. Grégory Chambon est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Il dirige la chaire Savoir et culture matérielle au Proche-Orient ancien. Et donc s'intéresse particulièrement aux traces matérielles, et notamment aux sources épigraphiques. Donc Grégory va nous dire comment des technologies, ou en tout cas des méthodes plutôt analysées dans d'autres, utilisées dans d'autres domaines de l'activité, notamment l'informatique, peuvent être mises à profit pour la question du déchiffrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous avez assisté au colloque hier, vous avez déjà vu plusieurs documents de ce type, c'est-à-dire des tablettes cuniformes de différentes périodes et aires géographiques. Alors, pour commencer, je souhaiterais prendre le temps, avec vous, d'observer attentivement cette écriture cuniforme. Alors, les asséologues dans la salle, à l'œil exercé, reconnaissent qu'il s'agit d'un document datant de l'époque paléo-babylonienne, c'est-à-dire le premier quart du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et que ce document est du type administratif, enregistrant des informations sur la gestion du grain. Il provient en fait du palais de la ville de Marie sur le Moyen-Euphrate. Mais que voient les non-spécialistes parmi vous? Alors, un agencement de signes, de façon régulière, symétrique presque, sur des lignes. À quoi vous font penser ces signes au premier regard? Alors, je pourrais vous poser la question. En fait, à des clous, dans différentes orientations, parfois répartis de façon condensée, parfois de façon plus lâche, ou bien à des coins, et c'est d'ailleurs le coin qui a donné son nom à l'écriture cunéiforme. Alors, quel que soit le vocabulaire choisi pour désigner ces signes, on est avant tout frappé par leur caractère épuré, puisque chacun est composé d'un ensemble de caractères élémentaires, appelons-les donc les coins, et aucune représentation pictographique, c'est-à-dire des images comme par exemple pour les hiéroglyphes égyptiens, n'est décelable dans ces signes. Malgré tout, ce document n'est pas dénué d'un certain esthétisme, fondé sur un agencement presque géométrique. Alors après cette première appréhension visuelle, matérielle, esthétique, vient la question centrale, objet de cette présentation. Comment entrer dans cette écriture, c'est-à-dire comment la lire, ou bien au minimum, comment la rendre intelligible? Spontanément, le vocabulaire commun décrit cette action comme un déchiffrement. Alors le terme déchiffrement est en effet traditionnellement appliqué, vous le savez, aux écritures anciennes, c'est l'objectif de ce colloque. Il fait souvent penser au travail de Champollion sur les hiéroglyphes, et dans un autre registre, est teinté d'un caractère mystérieux et exotique qui participe, par exemple, à toute l'atmosphère des aventures d'un Indiana Jones. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales, le CNRTL du CNRS en ligne, ne l'associe pourtant pas automatiquement à un travail sur les écritures anciennes. Il en donne la définition simple suivante, que vous pouvez voir ici, action de traduire en clair un texte chiffré. D'emblée, on voit donc que le déchiffrement est considéré comme l'action inverse de celle du chiffrement. Et on reviendra sur ce point. Pourtant, d'autres termes existent actuellement pour décrire cette action. Par exemple, le verbe décrypter, et puis ses dérivés, décryptage, cryptage, etc., du grec kryptos, caché, signifie exactement la même chose, mais plus en lien avec la notion de code, puisque le CNRTL le définit ainsi, transcrit en langage clair un message rédigé dans une écriture secrète, chiffrée, dont on ignore le code. Il est spontanément associé dans le langage courant à la recherche d'une clé permettant de craquer un code numérique, plutôt dans le domaine d'ailleurs de l'informatique. On le remplace souvent par son synonyme décoder, qui a la définition voisine suivante, donc transcrire un message, une information, en rétablissant un texte clair, ou celui d'origine, à partir des signes conventionnels d'un texte codé. Donc en résumé, si les termes déchiffrer, décrypter, décoder renvoient exactement à la même action en langue française, celle de traduire un texte, de transcrire un message en clair, de rendre quelque chose de caché intelligible, le premier est communément associé aux écritures anciennes, alors que les deux autres sont habituellement employés à propos de codes informatiques modernes. Alors l'objet de ma présentation, c'est de vous montrer que le déchiffrement correspond en fait originellement aussi à l'action de craquer un code, et que l'assyriologue, comme l'égyptologue d'ailleurs, est en fait un hacker comme les autres, et peut-être d'ailleurs meilleur que les hackers, puisqu'il n'avait au départ pas de matériel informatique.
Alors pour cela, il nous faut non pas faire une étude historiographique des premiers déchiffreurs et de leurs travaux marquant les étapes successives de la compréhension de l'écriture cunéiforme, une tâche qui a déjà été effectuée par de nombreux chercheurs, mais nous plonger directement dans les sociétés européennes du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle, dans leur cercle intellectuel et leur système de représentation. Alors pour commencer, nous allons chercher à expliquer le contenu de cet extrait de lettre envoyé par Charles Bellino, qui était le secrétaire du voyageur anglais Claudius James Rich, devant les membres de la Literary Society of Bombay en 1820. Alors il écrit « Les travaux du docteur Grotefend, indépendamment d'autres résultats, nous conduisent loin dans l'histoire de l'écriture alphabétique, la plus importante de toutes les inventions humaines. L'écriture cunéiforme est évidemment si simple dans ses éléments qu'elle ne peut être reconnue comme étant alphabétique à l'origine. Elle ne peut être dérivée d'une écriture symbolique, car celle-ci doit, dans son origine même, présenter les caractéristiques de la variété qu'un alphabet dérivé de celle-ci conserverait également. » Alors, plusieurs éléments dans cet extrait sont importants, car ils reflètent les réflexions et les représentations dans les milieux savants contemporains à propos de l'écriture en général. L'allemand Georg Grotefend, cité au départ, est souvent considéré comme l'un des précurseurs ayant fourni les clés de déchiffrement de l'écriture cunéiforme. Alors, on reviendra plus tard sur ce personnage. Commençons par nous attarder sur l'expression « l'écriture alphabétique la plus importante de toutes les inventions humaines ». Bellino renvoie là à une conception, chez les savants européens d'alors, du développement général de l'écriture dans l'histoire, en vogue depuis le milieu du XVIIIe siècle. Cette conception, théorisée par l'italien Giambattista Vico, puis l'anglais William Warburton, s'appuie sur l'idée d'une évolution généalogique de l'écriture, du pictogramme, c'est-à-dire un signe, un dessin figuratif rendant explicite un objet ou une chose, en passant par l'idéogramme, c'est-à-dire un signe graphique représentant le sens d'un mot, jusqu'à l'alphabet. Cette théorie de l'image à la lettre, en passant par le symbole, se fondait principalement sur l'observation des formes et des caractères des signes écrits. Elle a induit dans les milieux savants européens une hiérarchisation des sociétés dans l'histoire d'après ces critères graphiques. On peut le voir, par exemple, dans l'essai sur l'origine des langues du philosophe Jean-Jacques Rousseau, qui a été écrit vers 1754, qui précise que la peinture des objets, donc le pictogramme, convient au peuple sauvage, les signes des mots et des propositions, c'est-à-dire plutôt les idéogrammes, au peuple barbare, et l'alphabet au peuple policé. On comprend alors que l'écriture alphabétique, c'est-à-dire l'apanage des sociétés européennes civilisées du XIXe siècle, fut considérée comme la plus importante de toutes les inventions humaines. Mais il y a un écueil dans cette théorie. Alors que les écritures mayas venant du Nouveau Monde et les écritures chinoises rapportées par les pères jésuites ont alimenté cette vision généalogique de l'écriture, l'écriture cunéiforme n'apparaît nulle part dans ces réflexions. Cet oubli chez les grands théoriciens de l'écriture du XVIIIe siècle est d'autant plus surprenant que ce type d'écriture est connu en Europe depuis le XVIIe siècle et a été diffusé en particulier à travers les récits des voyageurs au Proche-Orient ancien, qui comprenaient souvent, ces récits donc, des dessins représentant des inscriptions cunéiformes relevées sur les ruines de palais. Par exemple, vous pouvez voir ici une inscription cunéiforme sur le monument à gauche, reproduit dans les illustrations des voyages du néerlandais Corneille le Brun, Cornelis de Bruyne, par la Moscovie, la Perse et les Indes orientales, qui a été publié en 1718. Alors pourquoi cet oubli du cunéiforme? Volontaire donc, dans cette conception de l'évolution de l'écriture. Parce que l'écriture cunéiforme, en fait, dérange. La simplicité de son élément graphique fondamental, le coin, ne permet pas aisément de la classer dans le schéma évolutif de l'image à la lettre. Comme le précise Bellino dans sa lettre, je reviens à sa lettre donc, l'écriture cunéiforme est évidemment si simple dans ses éléments qu'elle ne peut pas être reconnue comme étant alphabétique à l'origine. Notre alphabet français moderne, vous savez, se compose en effet de 26 lettres, alors que l'écriture cunéiforme résulte uniquement de la combinaison d'un coin, dont l'orientation et la répétition peuvent varier, et d'un signe dit chevron en français, Winkelhaken, c'est-à-dire mot à mot crochet-angle en allemand. Et cette simplicité graphique est en particulier notée et étudiée par le linguiste Charles de Brosse, dans son traité de la formation mécanique des langues de 1765, et par l'érudit allemand Christoph Gottlieb von Moor,
qui précise que l'écriture cuneiforme se caractérise par le manque de toute rondeur en comparaison à d'autres écritures faites de courbes et de lignes, comme l'écriture chinoise. Vous pouvez voir ici une juxtaposition justement de von Moore de caractères élémentaires cuneiformes, c'est-à-dire ce fameux coin et ce chevron, et de caractères chinois. Et selon ce point de vue, l'écriture cuneiforme ne pouvait donc être un alphabet, ce qui rassurait, puisque si cela avait été le cas, cela signifierait que les civilisations antiques proche-orientales auraient atteint un niveau de civilisation semblable à celui des sociétés modernes européennes. C'était impensable. De plus, si on reprend les mots de Bellino, l'écriture cuneiforme ne peut être dérivée d'une écriture symbolique, car celle-ci doit, dans son origine même, représenter les caractéristiques de la variété. Alors, que signifie l'écriture symbolique ? La notion de symbole remonte en fait à l'Europe de la Renaissance et se trouve au cœur du discours intellectuel sur l'écriture. Les savants européens, comme par exemple le jésuite allemand Athanasius Kircher, qui a étudié l'obélisque pamphilien de Rome en 1650, ont pendant longtemps tenu le signe hiéroglyphique comme un symbole renvoyant à des réalités métaphysiques qui ne pouvaient être discernées par l'œil, mais seulement par l'intellectuel. Plus le symbole est complexe, et plus il offre d'interprétations métaphysiques complexes. Le symbolisme aurait été l'outil exclusif des philosophes et des personnes éclairées pour crypter et cacher aux profanes les connaissances sacrées. La simplicité graphique du cuneiforme l'écartait donc de facto des écritures symboliques. Alors comment dès lors classer le cuneiforme dans la généalogie de l'écriture ? Et après tout, sommes-nous sûrs qu'il s'agit bien d'une écriture ? En fait, l'apparence purement géométrique, la simplicité graphique, comme vous l'avez vu, et l'arrangement bien ordonné des signes cuneiformes a conduit parfois à les considérer comme de simples éléments décoratifs dans l'ornement des anciens palais proche-orientaux. Paradoxalement, l'inventeur du néologisme cuneiformis, pour cuneiforme en forme de coin, qui a donné par la suite donc son nom à l'écriture, souscrivait à ce point de vue. Il s'agit de l'orientaliste André Thomas Hyde, qui précise dans son Historia religionis veterum ver Persarum, donc l'histoire de la religion des anciens Perses de 1700, que les caractères en forme de coin ne peuvent être identifiés à des lettres, car ils sont séparés par des points, ce qu'il dit, et parce qu'on n'assiste pas à la répétition d'un même caractère. Il s'appuie en réalité sur une copie réalisée par le marchand anglais de la East India Company, qui s'appelle Samuel Flower, et publiée en 1693 dans une revue de la Royal Society, nouvellement créée. Son interprétation repose en réalité sur une confusion. Il ne s'agit pas là d'une véritable inscription recopiée sur une fresque de Persépolis, mais d'une succession de signes empruntés à 3 écritures anciennes, vieux perse et élamite babylonienne, que Flower a indiqué par l'intercalation d'un point entre chaque signe. C'est-à-dire que c'est lui qui a mis les points. Ce procédé de ponctuation entre signes témoigne du rapport étroit entre image et signe écrit pour les observateurs, que ce soit pour distinguer chaque élément décoratif, généré à partir du simple clou, ou pour isoler chaque caractère écrit. On le retrouve par exemple dans des copies d'inscriptions réalisées par l'allemand Carsten Niebuhr pour le comte du Danemark en 1774. Vous voyez ici les différents points qui ont été ajoutés par le copiste. Et ce procédé va jouer un rôle essentiel, on va le voir, dans le déchiffrement du cuneiforme. Dans une lettre à son ami Christoph Gottlieb von Moore, dont nous avons parlé précédemment, il prévient donc Carsten Niebuhr que les inscriptions persépolitaines qu'il a copiées semblent si anciennes que les savants auront de la peine à les déchiffrer en employant la variante germanisée du verbe déchiffrer, déchiffrieren. Alors qu'est-ce que cela signifie à cette époque, déchiffrer ? Cette expression renvoie en réalité à une tradition qui s'est développée surtout à la fin du XVIe siècle et qui était appelée l'art du chiffre. Le principe de cet art consistait à écrire des messages clairs, puis les mettre en chiffres, c'est-à-dire à faire correspondre à chaque lettre ou à chaque mot un symbole visuel déterminé, et cette correspondance une à une est très importante. Il était surtout pratiqué dans les échanges diplomatiques, bien sûr, pour cacher le contenu des messages, mais aussi dans les cercles intellectuels pour exercer l'esprit. Voici donc un exemple, vous avez ici d'écriture secrète, déchiffrée ici en anglais, du début du XVIIIe siècle. Le dictionnaire de l'Académie française propose alors dans sa première édition de 1694 une définition double du terme chiffre. Premièrement, c'est un caractère dont on se sert pour marquer les nombres, évidemment. Mais il signifie aussi,
une manière secrète d'écrire par le moyen de certains mots ou caractères dont on est convenu avec ceux à qui on écrit. Le verbe déchiffrer, dont la définition suit, représente l'action d'expliquer ce qui est écrit en chiffres. Et au cœur du principe du déchiffrement, on rencontre donc la notion de clé qui permet de rétablir la solution vraie, c'est-à-dire l'intégralité du message, par le moyen de certains mots ou caractères dont on est convenu avec ceux à qui on écrit. Au XVIIIe siècle, le but du déchiffrement est toujours donc de chercher à placer des lettres en face des symboles constituant un message chiffré et de ne retenir qu'une seule des hypothèses. Le principe donc du chiffrement-déchiffrement se distingue donc profondément du symbolisme de la Renaissance. Il ne comporte qu'une seule et rigoureuse interprétation et donc qu'une seule lecture. À partir du moment où les signes cuneiformes ont été considérés comme formant une véritable écriture par la plupart des savants, que cette dernière, comme le précisait Bellino, ne pouvait pas être symbolique, et que chaque signe pouvait être clairement distingué des autres, on pense au procédé de ponctuation, leur déchiffrement devenait potentiellement réalisable. La difficulté revenait à déterminer la relation entre une écriture jusqu'alors inintelligible et le langage qu'elle est censée représenter. Ce point de vue reposait sur un a priori encore répandu dans les études philologiques, c'est que la fonction première des écritures mortes, et pas seulement de celle-ci d'ailleurs, serait de représenter le langage, même imparfaitement et grossièrement. Or, le lien étroit entre les signes en forme de coin, à partir du moment où ils furent interprétés comme des véritables signes d'écriture, et le langage des anciens qu'on ne connaissait pas, forcément, n'a pas été une seule fois mis en doute. Leur déchiffrement consistait donc à rechercher la clé de la relation entre écriture et langage, c'est-à-dire la correspondance stricte entre chaque graphème de message chiffré et chaque unité sémantique. Le problème, ou plutôt le pari que souleva le libraire Raffaello Fiorillo à son ami Georg Grotefend, professeur de grec ancien, lors d'une promenade en juillet 1802, fut alors le suivant. Est-il possible de déchiffrer une inscription relevant d'une langue inconnue ? Deux conditions préliminaires, bien connues des spécialistes de l'art du chiffre, devaient être satisfaites avant de résoudre ce problème. Premièrement, être convaincu, bien sûr, que le problème est solvable, c'est-à-dire que la clé existe. Et Grotefend fait justement référence dans ses écrits, pour montrer sa détermination et sa motivation, au jeu de déchiffrement de messages secrets qu'il affectionnait pendant son enfance, c'est-à-dire à l'art du chiffre. Deuxièmement, délimiter une cible de travail précise, évidemment, pour déterminer la clé. Une piste pour la clé de déchiffrement est venue en fait du philosophe allemand Gottfried Leibniz. Il a proposé dans une lettre de janvier 1714 à Johannes Chamberlain, concernant les inscriptions de Palmyre, d'employer l'art de la cryptographie, c'est-à-dire la cryptolytica en latin, c'est-à-dire l'art du chiffre. Leibniz fut ainsi le premier à suggérer de concentrer les investigations sur les noms propres des inscriptions, lesquels pouvaient fournir la clé du déchiffrement. Cette démarche était novatrice, car l'opération de déchiffrement, au temps de Leibniz, demeurait à part des tentatives pour interpréter les écritures mortes et se restreignait à son sens originel dans le domaine des messages codés. Seul Thomas Herbert avait auparavant avancé timidement, dans le récit de ses voyages de 1677, que les tentatives jusqu'alors infructueuses pour comparer les caractères des inscriptions de Persépolis avec un quelconque alphabet connu rendaient difficile la tâche de quelques personnes ingénieuses qui se délectent de cet art où l'exercice obscur et difficile qu'est le déchiffrement. L'interprétation du cuneiforme ne devait donc pas être confiée à des orientalistes, spécialistes des sociétés anciennes du Proche-Orient, mais à des experts dans l'art du chiffre. L'idée de clé pour déchiffrer le cuneiforme grâce aux noms propres des rois fait ainsi son chemin. À la fin du XVIIIe siècle, on a Olaf Dixon et Friedrich Münster proposent par exemple de reconnaître dans les inscriptions de Persépolis les titres des monarques anciens représentés sur les fresques murales. Et ce principe, repris par Grotefend pour tenter de placer les lettres en face des écritures chiffrées, c'est-à-dire l'art du chiffre. Nul besoin, selon Grotefend, dans ce jeu de correspondance, de posséder des connaissances historiques ou linguistiques étendues. Il écrit à ce propos « La première espèce, c'est-à-dire l'écriture persépolitaine alphabétique, étant généralement la plus simple de toutes les écritures cuneiformes, mes devanciers se sont appliqués à la déchiffrer, entziffern en allemand.
de préférence. Je crus devoir prendre également ce point de départ par la raison que le mot reconnu par M. Tixen et Münter comme la clé de tout alphabet s'y rencontre plus fréquemment. Et en supposant avec M. Tixen qu'il fallait chercher les titres des rois perses dans les inscriptions placées au-dessus de leurs portraits, l'essai de M. Münter me persuada que le mot si souvent répété signifiait roi. Parvenu au même principe que M. Tixen et Münter, sans avoir lu aucun livre sur l'écriture cuniforme et sans connaître d'autres copies que celles de M. Lebrun et de Nibourg, je traduisis les deux inscriptions. Vous pouvez le voir dans cet exemple de déchiffrement, mais ça certainement vous a été montré hier, où on reconnaît comme ça une séquence de signes, et ce qui lui a permis donc de déchiffrer, grâce au nom des rois connus dans l'Avesta, lui a permis de déchiffrer cette écriture d'anciens Perses. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'influence que l'art du chiffre a exercée sur Grotefend apparaît clairement dans sa façon de présenter les résultats de son déchiffrement. Contrairement aux listes de signes et aux syllabaires plus tardifs, concernant le cuneiforme, les signes et leurs variantes sont inscrits dans son tableau après leur lecture phonétique, c'est-à-dire après leur valeur alphabétique du Zend, c'est-à-dire une langue persane ancienne. Ce n'est donc pas dans ce tableau la clé du déchiffrement qu'il livre, mais inconsciemment celle du chiffrement, qui pourrait être éventuellement utilisée pour coder un message clair en chiffres, c'est-à-dire en écriture cuneiforme. Influencé par la même tradition, François Champollion a inscrit les caractères hiéroglyphes d'après les lettres alphabétiques grecques correspondantes dans le fameux tableau de sa lettre à M. Dacier. Ce qui ne sera pas le cas, je crois, dans ces autres tableaux, mais je parle sous le contrôle de mes collègues égyptologues. Grotefend fut pourtant considéré comme un véritable déchiffreur, au sens de l'époque, par rapport à Champollion. En particulier, on a fait remarquer qu'une vraie formation d'orientaliste lui faisait défaut, et qu'il avait eu recours à un décryptage pur et simple, nécessitant de grandes facultés intellectuelles. Cette frontière entre le déchiffreur, c'est-à-dire originellement le spécialiste de la manipulation du chiffre, et l'interprète des écritures mortes, qui mobilise ses connaissances historiques et linguistiques dans sa lecture des signes, est restée très marquée jusqu'au XXe siècle. Grotefend déclare lui-même « Si je me suis flatté d'avoir déchiffré l'alphabet de la première écriture de Persépolis, on n'est pas en droit pour cela de m'en demander une explication tout à fait satisfaisante. Quoiqu'on n'ait que trop souvent confondu le déchiffreur avec l'interprète. » L'avènement des nouvelles technologies informatiques conduit aujourd'hui à distinguer en langue française le déchiffreur, censé disposer des clés, des procédés et des clés qui ont permis d'établir le texte que l'on examine, du décrypteur qui n'en a pas connaissance. Les cryptanalystes distinguent le code du chiffre. Le premier opère à un niveau sémantique, lié au sens des signes, et le second à un niveau phonétique, lié à la prononciation des signes. Malgré ces divergences de sens, l'activité de déchiffrement est devenue, dans l'opinion courante, étroitement associée à l'étude des écritures mortes. L'art du chiffre a donc trouvé un champ d'application inattendu. Les règles et les procédés mis en œuvre sont restés en revanche les mêmes que ceux de son domaine originel, fondé sur la création et la lecture de messages secrets. Les premiers archéologues ont donc été des hackers, avant la lettre, sans jeu de mots, et après c'est donc une autre histoire du déchiffrement du cuneiforme qui commence et qui vous a été racontée hier, et qui vous sera racontée aussi en partie aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci à vous pour cette communication tout à fait éclairante sur cette distinction entre le chiffre et les phonèmes. Peut-être juste un commentaire. Je ne sais pas si les organisateurs du programme avaient réalisé à quel point les deux communications allaient nous montrer l'importance des linguistes, justement. Et je crois que si on prolonge au-delà de ce que tu as dit, et qui était très juste, c'est parce qu'il connaissait bien le perse que Rawlinson a pu aller plus loin que Grotefend, et on oublie souvent de le dire, c'est parce que des gens comme Inks et Hopper connaissaient beaucoup mieux le sémitique qu'ils ont pu aller plus loin que Rawlinson sur le déchiffrement de l'assyrien. Donc on voit bien la distinction des deux phases d'opération en quelque sorte, mais la distinction évidemment n'est pas
clear cut, comme on dit. En fait, Grotefend a vraiment donné cette clé, qui lui a été suggérée par d'autres, mais en effet, il était limité du point de vue linguistique, et c'est exactement ce que tu dis, les linguistes ont pris après leur part des choses, et c'est eux qui ont pu permettre de passer aux étapes successives. Donc tout à fait. Le rôle des linguistes est extrêmement important par la suite, tout à fait.